Abidjan, le 19 août 2014, Donald Kaberuka, de retour dans ses bureaux d'Abidjan, le président de la BAD, lors d'une conférence de presse ce matin, a indiqué que le retour de l'institution à son siège statutaire est un signe de confiance pour les investisseurs. Il a aussi annoncé un appui financier de la BAD pour lutter contre la fièvre Ebola. La fièvre Ebola également au cœur d'une rencontre de sensibilisation suscitée par la ministre de la Santé. Raymond Goudou Kofi a fait appel à l'ensemble des responsables de la santé publique pour les exhorter à plus de vigilance et d'engagement dans la prévention contre la fièvre hémorragique. Cette année, plus de 65% des nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités publiques nationales. Ils sont environ 45 000, information donnée par le comité d'orientation des nouveaux bacheliers réuni hier au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur au Plateau. Et puis aux États-Unis, depuis la mort de Michael Brown, abattu par un policier à Ferguson, de violentes émeutes agitent la communauté noire. La présence dans la ville de véhicules blindés, de tireurs d'élite et fusils d'assaut M4 a relancé dans le pays le débat sur la militarisation de la police américaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. 11 ans après sa délocalisation, la Banque africaine de développement signe son retour dans la capitale économique ivoirienne. Donald Kaberuka était ce matin à ses bureaux d'Abidjan. Le président de la BAD, lors d'une conférence de presse, a indiqué que le retour de l'institution à son siège statutaire est un signe de confiance pour les investisseurs. Il a aussi annoncé un appui financier de la BAD pour soutenir les pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, un appui à hauteur de 60 millions de dollars américains, soit près de 30 milliards de francs CFA. Les précisions d'Hamza Diaby. Immeuble CCIA au Plateau, c'est ce bâtiment qui abrite aujourd'hui les bureaux de la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution est depuis ce mardi de retour à Abidjan. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Le président, donc moi-même, les vice-présidents, le conseil d'administration sont tous ici présents et nous tiendrons notre premier conseil le 8 septembre. Donald Kaberuka insiste, la Banque africaine de développement est de retour à Abidjan parce que les conditions le permettent. Nous n'avons jamais demandé des conditions parfaites. Donc, me demander si aujourd'hui les conditions en Côte d'Ivoire sont parfaites, je ne sais pas un pays en Afrique où ces conditions sont parfaites. Mais les conditions en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont suffisantes pour permettre à la banque de fonctionner normalement. En attendant le 8 septembre, les activités de la BAD ont bien commencé avec la tenue d'un conseil de crise sur la maladie à virus Ebola. Hier donc, nous avons fait un conseil d'urgence et nous avons remis 60 millions de dollars américains. Et nous attendons faire un peu plus pour appuyer les pays touchés en forme d'appui budgétaire. 1000 travailleurs sont déjà en fonction à Abidjan. Restent 500 à Tunis, dont la grande partie arrive en octobre. La banque atteindra en novembre prochain le point culminant de son 50e anniversaire. S'ouvre demain à Genève un forum économique mondial de jeunes leaders. La Côte d'Ivoire y prendra part à travers une organisation non gouvernementale dénommée Global Shapers Côte d'Ivoire. 350 pays membres de ce World Forum économique échangeront leur expérience en matière de bonnes pratiques et d'entreprise. Ben Touré, Serge Gangomé. La Côte d'Ivoire, par le truchement de Global Shapers Community, une organisation non gouvernementale, sera présente demain, 19 août 2014, à Genève. Elle prendra part à un forum économique mondial de jeunes leaders qui réunit 350 pays. Les grands thèmes qui seront abordés à Genève sont la gouvernance globale de hub à travers le monde et comment mettre en interaction donc, nos actions de telle sorte à devenir plus efficaces sur le terrain. Il est important pour le Global Shaper Abidjan de participer à cette activité, de telle sorte à partager la vision globale du World Economic en installant les différents hubs dans chaque pays et à tisser des relations. En plus de sa participation à Genève, Global Shapers Côte d'Ivoire entend, avec ses organisations sœurs, mener des actions communes pour se prémunir contre le virus Ebola. Une initiative régionale est née entre divers pays, que ce
que sont le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Donc il s'agit pour ces différents hubs d'organiser des actions de prévention. Présent à Abidjan depuis 2012, Global Shapers Côte d'Ivoire a déjà fourni en table-banc 30 écoles primaires d'Abobo, de Yopougon et de Cocody. En bref, ce délit économique, ce matin, 4 individus armés ont braqué l'agence de la Caisse nationale des caisses d'épargne, CNCE, de Dieucoué, ville située à l'ouest du pays. Ils auraient réussi à dérober la somme de près de 100 millions de francs CFA. Les clients présents dans l'agence ont été également dépouillés de leurs biens par les bandits. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La fièvre Ebola au cœur d'une rencontre de sensibilisation suscitée par la ministre de la Santé. Raymond Goudou Kofi a fait appel à l'ensemble des directeurs régionaux et départementaux de la santé, les directeurs d'hôpitaux et de CHU pour les exhorter à plus de vigilance et d'engagement dans la prévention contre la fièvre Ebola, une épidémie qui a fait 2127 victimes dans le monde, dont 1145 décès. Jusque-là, aucun cas n'a été relevé en Côte d'Ivoire. Konepar Gassoro, Abou Sanogo. C'est dans une salle de l'amphithéâtre de l'Institut national de l'hygiène publique, pleine, que le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a demandé à ses collaborateurs de s'impliquer davantage dans la sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Raymond Goudou Kofi exhorte les directeurs régionaux et départementaux, les directeurs des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers et universitaires à plus de vigilance. Elle les invite également à rassurer et à sensibiliser les populations sur les rumeurs de présence de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Nous allons ensemble également voir comment faire pour gérer les rumeurs, parce que les rumeurs, il y en a, et il y en a énormément. Et pourquoi nous avons tenu à gérer ces rumeurs, à investiguer ces rumeurs. Nous n'avons rien occulté et vous également, vous devez en faire de même dans vos différents districts et différentes régions. Le message de la première responsable de la santé et de la lutte contre le sida est bien perçu par les différents responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Vu ce qui se passe dans les pays voisins, je pense qu'il était important que tous les responsables de santé au niveau périphérique reçoivent en même temps ce message. Il y a eu des réunions de sensibilisation. Tout cela a l'effet de permettre aux uns et aux autres de garder leur sérénité. Cette rencontre a été l'occasion pour eux de présenter à la ministre les difficultés rencontrées sur le terrain, mais aussi les dispositions prises pour empêcher la présence du virus en Côte d'Ivoire. Il y a un poste officiel qui est Prolo. Là, nous avons installé une équipe médicale qui donc veille à l'examen de tous ceux qui traversent la frontière. Selon le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, aucun cas suspect du virus Ebola n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire. En bref, 17 malades d'Ebola échappés d'un centre d'isolement à Monrovia au Libéria, attaqués pendant le week-end, ont été retrouvés, annonce faite dans la journée par le ministre libérien de l'Information, Lewis Brown. Et ici en Côte d'Ivoire, sachez qu'en application des mesures de prévention prises par le gouvernement contre le virus Ebola, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs informe les fédérations sportives de la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'organisation en Côte d'Ivoire de toute compétition sportive à caractère international. C'est signé le ministre Alain Lobognon. Et on en vient au troisième titre de ce 20h. Cette année, plus de 65% des nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités publiques nationales. Ils sont environ 45 000. Information donnée par le comité d'orientation des nouveaux bacheliers réuni hier au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur au Plateau. Les précisions d'Herman Niamien. Environ 45 000 nouveaux bacheliers sur les 70 000 seront affectés dans les universités publiques. C'est le fruit des travaux du comité d'orientation des bacheliers mis en place par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers cette initiative, le ministère entend réduire le nombre de bacheliers orientés dans les structures privées. Initialement, il était question, avec beaucoup d'efforts, de pouvoir orienter 19 000 étudiants dans les universités publiques. Un travail nous a permis de porter cette capacité tout en restant en mode présentiel à 28 000. Mais nous allons cette année introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Avec ces nouvelles innovations et ces mesures d'accompagnement qui suivront, nous pourrons orienter dans nos universités publiques environ 45 000 étudiants. Les filières porteuses, c'est-à-dire celles qui peuvent garantir un emploi, et les filières scientifiques seront privilégiées.
L'objectif à long terme est d'orienter au moins 50% des nouveaux bacheliers dans ces filières. Et pour rendre plus efficace le système d'enseignement, une nouvelle pédagogie est en vigueur. Le mode d'enseignement actuel, c'est le mode présentiel, avec une pédagogie un peu classique. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de développer le téléenseignement. Le téléenseignement qui fait que tous les cours auront une version numérique, n'est-ce pas? Et ces cours seront aussi accessibles à distance. Donc dans le scénario, il faut voir que dans la mise en place de la pédagogie numérique, l'étudiant sera muni d'un ordinateur avec une connexion Internet et aura les enseignements à l'avance. Ce modèle de formation, selon les initiateurs, vise à faire face à l'insuffisance de structures d'accueil et au déficit d'enseignants. Ce, eu égard à l'explosion du nombre de nouveaux bacheliers qui frappent chaque année aux portes des universités. Les points focaux du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable sont en formation. L'instruction porte sur les techniques d'élaboration de projets et programmes. Ce renforcement de capacité de 4 jours devrait permettre de doter les participants de compétences pour focaliser la traduction des idées de projets en documents projets susceptibles d'être financés. Grâce Kando. L'amélioration des conditions de vie des populations, l'un des principaux axes de travail de nombreux programmes de développement. Malgré les investissements, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Un constat qui s'explique notamment par l'absence de suivi des projets. Alors, comment rectifier le tir? Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable apporte sa contribution. Un atelier de formation est donc organisé. Il porte sur les techniques d'élaboration des projets et programmes axés sur le résultat. Les thèmes de référence que nous recevons de nos collaborateurs sont assez squelettiques et ne rendent pas compte véritablement de l'intérêt du projet pour les bénéficiaires. Donc notre souci, c'est d'accroître notre éligibilité au programme national d'investissement public et d'autre part auprès des partenaires techniques et financiers pour que lorsqu'ils lisent nos documents, ils soient convaincus et donc ils nous apportent les financements nécessaires. 4 jours de formation qui devraient permettre aux participants de se doter des compétences pour faciliter la traduction des idées. Cet atelier va permettre à tout le monde d'avoir tous les rudiments qu'il faut pour pouvoir monter un projet mature, surtout au niveau des points focaux. Plusieurs modules vont meubler cette rencontre, entre autres la programmation des investissements publics, la définition d'un projet et ses caractéristiques. Les jeunes de Yopougon s'engagent dans le bénévolat pour lutter contre l'insalubrité de la commune. Une initiative du Fonds national de la jeunesse pour permettre à ces jeunes de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie. L'opération a été lancée ce matin au quartier Sikoji de Yopougon en présence de Mamadou Kwasi. Des jeunes de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Une action de bénévolat et de volontariat initiée par le Fonds national de la jeunesse, FNJ, en collaboration avec le conseil communal des jeunes de Yopougon. Pour cette opération qui va prendre en compte tous les quartiers de la commune, le président de la jeunesse communale veut mobiliser tous les jeunes en vue de rendre leur cadre de vie sain. C'est d'abord un acte de civisme. Et puis, c'est permettre aux jeunes aussi de pouvoir avoir un environnement sain dans leur propre quartier. Et nous, quand nous leur parlons, c'est tout en leur disant que le travail que vous faites, d'abord chez vous, vous permettre vous-même d'avoir un environnement sain. Et c'est ce qui est le plus important. Selon le directeur général du Fonds national de la jeunesse, soutenu par le conseil municipal, cette initiative s'inscrit dans le volet communautaire de sa structure. La Sina Bamba souhaite que cette activité de volontariat et de bénévolat renforce la cohésion entre les jeunes de Yopougon, de couches sociales et de partis politiques différents. Rassembler les jeunes autour des valeurs, la valeur de travail, la valeur de don de soi aux populations qui en ont besoin. Le Fonds national de la jeunesse fait la promotion du don de soi, de l'altruisme, de la cohésion sociale. Du matériel d'entretien a été remis à la jeunesse communale pour assainir les 112 quartiers de la commune. Après la phase de lancement de la commune de Yopougon, le FNJ mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. En bref et en image, les flammes de cet incendie qui s'est déclaré aujourd'hui aux environs de 13h au quartier Kennedy à Djamé-Williamsville. Toiture calcinée, habitation incendiée, effets personnels et appareils électroménagers brûlés. C'est le triste décor que présentent ces habitations après le passage des flammes.
L'incendie serait dû à des branchements anarchiques. Le bilan provisoire fait état de 5 habitations ravagées par le feu, d'énormes dégâts matériels et 3 blessés légers. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Le compte-rendu complet de Kader Ouattara dans nos prochaines éditions. Et cet autre incendie, cette fois survenu un peu plus au sud d'Abidjan, précisément à Treichville, il a ravagé le fruit du travail d'environ 70 artisans qui confectionnent les mousses de coussins et matelas à la sortie du pont de Gaulle, dans le sens plateau Treichville. Ces artisans sont inconsolables. La faute à un incendie donc, aux origines jusque-là indéterminées, qui s'est signalé vers midi. Les pertes sont énormes malgré l'arrivée des sapeurs-pompiers militaires venus en renfort. Le témoignage est signé Franck Quadio. Descente du pont Charles de Gaulle en allant à Treichville. Il est 12 heures passées de quelques minutes. Une fumée opaque envahit les alentours. L'ancien marché, désormais marché de fabrication de mousse, est en proie aux flammes. À midi 20, on était là à manger. On a passé juste un coup, tout à coup on a vu le feu. On a couru à prendre l'eau, on n'a pas pu maîtriser le feu. Artisans et riverains, la tâche a rendu difficile par de nombreux badauds essaient de prêter main forte aux sapeurs-pompiers. Le préjudice est énorme. Ils disent avoir tout perdu. Plus encore, il y a mon grand frère dedans. Mon grand frère même peu même. Lui-même là, au contraire même là, tu sais maintenant, tu es brûlé dedans. Et toi, tu travailles et puis on m'a appelé. Mousse là, bon, il y a pétrole dedans. On travaille, mousse là, ça travaille le pétrole. Donc quand ça attrape mousse là, même, on a perdu tout, hein, tout le sop qui était dehors ici. Sur cet espace exerçaient des fabricants de mousse indispensables à la confection de matelas et de coussins, une activité mise à mal en espace d'un instant. Les origines du feu, pas encore déterminées au moment où nous quittions les lieux. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeu, s'effectue en ce moment une tournée à l'intérieur du pays pour présenter les actions de développement réalisées en quelques années par le chef de l'État, l'étape de Séguéla, dans ce compte-rendu de Serge Coléa. Ambiance des grands jours à Kavena et pour cause, les populations célèbrent l'ouverture officielle de la première infrastructure scolaire dans l'histoire du village. Les élèves n'auront plus à rallier Séguéla à 6 km pour bénéficier du savoir. L'EPP Kavena, fruit du programme présidentiel d'urgence initié par le chef de l'État, a été inauguré par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeu. Le bâtiment de 3 classes flambant neuf accueille ses premiers élèves pour cette année scolaire 2014-2015. L'école, également dotée de nouvelles latrines, va se développer progressivement, a promis le ministre d'État, parrain de la cérémonie. C'est un message d'espoir. Leur dit que le gouvernement mobilisé derrière le président de la République est à la tâche. Leur dit que les grands projets d'infrastructure qui sont en cours ne nous font pas abandonner la nécessité d'apporter donc le bien-être aux différentes régions de la Côte d'Ivoire, aux différents villages, notamment à travers les infrastructures sociales de base. Le maire de Séguéla, demandé l'accident, souhaite que l'accent soit mis sur la scolarisation de la jeune fille. Il s'est également réjoui de la disponibilité du ministre Mabry-Touakeu, lui qui en l'espace de quelques semaines a visité 2 fois la région. Les filles et fils de Kavena ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État et au ministre d'État pour avoir contribué à la construction de cette première école après tant d'années d'attente. Et je crois que nos enfants en tireront profit. Et je sais qu'à Kavena ici, sortira de cette école des cadres et des cadres de valeur pour justement continuer la lutte que nous avons commencée. Le ministre d'État, Mabry-Touakeu, a été fait fils et chef de Kavena. Il se dit à l'écoute des préoccupations des populations. Il leur a demandé de toujours faire confiance au président Alassane Ouattara, car selon lui, il n'y a pas meilleur choix pour porter la Côte d'Ivoire à l'émergence à l'horizon 2020. En marge du 20e anniversaire du Conseil constitutionnel, 2 organisations non gouvernementales œuvrant dans la protection des orphelins de guerre ont reçu aujourd'hui la somme de 5 millions de francs CFA. Le donateur, donc le Conseil constitutionnel, initiateur du prix, pour ainsi faire la promotion des libertés individuelles.
Deux femmes représentant deux ONG œuvrant dans la protection des orphelins de guerre reçoivent pour la première fois le tout premier prix du Conseil constitutionnel. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA à l'ONG Sauvons les enfants orphelins vulnérables basée à Boaké et 2 millions de francs CFA pour l'ONG Aïka Amman. Des prix visant à faire la promotion des libertés individuelles. Nous sommes chargés, bien sûr, d'assurer le respect de la Constitution. Mais la Constitution contient des droits et des libertés qui sont reconnus aux citoyens. Et notre décision a été prise de faire en sorte d'aider à la sauvegarde et à la promotion des droits et libertés. Pour ces ONG qui comptent entre 90 et 450 orphelins de guerre, ce sont plusieurs années de travail dans l'ombre qui viennent ainsi d'être mises en lumière. Au départ, nous faisons les quêtes chez les commerçants pour donner aux familles les plus démunies pour s'occuper des enfants. Dieu vient Dieu pour des orphelins. Et voilà qu'aujourd'hui, ce jour-ci est arrivé. Et je suis très contente. Le prix Conseil constitutionnel est délivré tous les ans après appel à candidature. Pour cette première édition, dérogation a été faite pour coïncider avec le 20e anniversaire du Conseil qui a été célébré le 9 août dernier en présence du chef de l'État. Aujourd'hui, 19 août, est célébrée la Journée mondiale de la photographie. Cette date coïncide avec l'invention officielle de la photographie en 1839. En Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays africains, ce 19 août passe à l'insu des professionnels même du métier. Un clin d'œil sur l'évolution de la photographie et la situation du métier de photographe en Côte d'Ivoire. Un sujet de Siaka Kone, commenté par Abou Sanogo. Dans ce studio à Yopougon, non loin du terminus du bus 40, Kouyaté Abdoulaye reçoit chaque jour une dizaine de clients. Leur souci, embellir leur image photo en vue d'un casting ou d'immortaliser un événement. Pour satisfaire sa clientèle, Kouyaté Abdoulaye dispose d'une salle à fond vert, d'un appareil photo, d'un ordinateur bureau et de logiciels Photoshop. La satisfaction des clients est à la mesure de la créativité de l'informaticien. Je suis en train de nettoyer la photo. Le gamin, il a ses 10 ans aujourd'hui. Donc c'est à moi l'envoyer. Je suis en train de nettoyer sa photo, qu'il soit beau. Il faut savoir faire. Pourquoi? Parce que quand tu nettoies la photo d'un client, il ne faut pas trop nettoyer aussi. C'est juste enlever les imperfections. Cette technique qui consiste à donner un aspect reluisant aux images ou à transformer la photo par des retouches est la plus récente des trouvailles de la photographie. Ce procédé numérique a fait son apparition dans les années 80 pour véritablement émerger dans les années 90 avec le développement de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information. Plus originel, le procédé argentique. Il a démarré avec la création de la photographie en 1839 par le français Louis Daguerre. La plaque en verre, le tout premier procédé argentique, a disparu dans les années 70 en Côte d'Ivoire pour faire place à la pellicule. Le numérique, c'est l'antinomie de l'argentique. Parce que là, la pellicule n'intervient plus. Nous travaillons avec des cartes mémoire à la place de la pellicule. Donc le numérique a facilité la pratique de la photographie. Les photos produites par ces procédés argentiques sont de qualité indéniable. Ces photos blancs et noirs réalisées de façon archaïque constituent à n'en point douter une mémoire précieuse pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la clientèle ne jure que par le numérique. Une évolution de la photographie, mais aussi un danger pour les professionnels de la photographie. Cette journée mondiale de la photographie est plus que jamais une occasion pour les groupements et associations de photographes de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est un départ nouveau. Ça va nous faire prendre conscience du fait que la photographie, constituant la mémoire d'un peuple, doit se célébrer. Comme toute autre profession qu'on célèbre tout le temps. Différentes spécialités existent dans le métier de la photographie, notamment le photographe de portrait, le reporter photographe de presse, le photographe de mode et le photographe scientifique ou médical. Il est ouvert au titre de l'année 2014 un concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie
peuvent faire acte de candidature les jeunes gens remplissant les conditions suivantes: être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2014, c'est-à-dire être né avant le 1er janvier 1997 et après le 31 décembre 1988, être au moins titulaire du BEPC ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement technique, avoir une taille d'au moins 1,68 m. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la section recrutement, chancellerie au commandement supérieur de la gendarmerie nationale 6 au plateau. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.